Très bien, allez commençons. Ouais, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord un grand merci de vous être joints à nous là aujourd'hui pour parler de transformation analytique. Vous êtes nombreux à avoir témoigné de l'intérêt pour ce sujet. On n'en est pas surpris, mais on en est très heureux. Ici, forcément, chez Kerus, on est convaincu que la donnée, c'est un actif stratégique aujourd'hui pour les organisations. Mais encore faut-il être capable de pouvoir valoriser cette donnée et en tirer la valeur d'affaires associée. La transformation analytique, c'est la clé de cette valorisation. C'est aussi un défi de taille à relever. C'est pourquoi que nous avons décidé en fait de dédier une série de conférences et de webinaires sur le sujet, afin d'aider les organisations à être mieux informées, préparées et faire de leur transformation analytique un succès. Donc avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Donc mon nom est Vincent Fierlot, je travaille pour Kerus en tant que conseiller management et transformation. Et ma mission principale est d'accompagner mes clients dans le cadre de leur transformation analytique. Donc, dans le cadre de ce webinaire, j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par Fabien Mirabel et Camille Dubé. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Salut Vincent. Salut. Salut. Bonjour, moi c'est Fabien Mirabel, donc je travaille chez Keros en tant que conseiller en intelligence d'affaires, certifié ingénieur de données sur Azure, donc bienvenue sur le webinaire. Bonjour tout le monde. Camille Dubé. Je suis consultant en intelligence d'affaires chez Kerus depuis maintenant 5 ans. Principalement architecture de données, intégration et analyse de données. Puis je suis certifié Snowflake pour tout ce qui est database Azure. Database cloud, pardon. Merci messieurs. Donc très rapidement, une brève présentation de Kerus. Donc qu'est-ce que Kerus et qui sont ces Kérusiens, Kérusiennes? Donc Kerus est une firme internationale qui est spécialisée dans les domaines d'expertise suivants, donc automatisation et intelligence artificielle, mise en œuvre des données et des analyses, tout ce qui est lié à l'info nuagique et la sécurité, et bien entendu tout ce qui est transformation affaires et innovation. On intervient depuis plus de 25 ans maintenant dans l'accompagnement de nos clients, et donc répartis à travers 5 continents et plus d'une vingtaine de pays. Vous avez quelques exemples de nos références ici. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail à ce niveau-là. Juste rappeler, en effet, notre mission, donc notre vision, donner aux gens, bien entendu, les moyens d'utiliser naturellement les données pour prendre des décisions. Et notre mission, c'est de réunir les bonnes personnes et les technologies innovantes pour rendre les données accessibles et significatives pour les organisations. Donc les offres de Kerus Canada sont bien entendu tournées vers les données et le digital. Notre offre, elle nous permet de supporter les organisations dans leurs projets de transformation analytique, donc en offrant des services qui vont de la stratégie BI au choix d'outils ou encore au soutien à la mise en place des projets et initiatives en lien et avec la donnée et le digital. On accompagne aussi nos clients lors de la mise en place de leur architecture de gestion de données, que ce soit dans leur environnement sur site, slash en local ou en mode info nuagique. Notre accompagnement, il va aussi aller de l'architecture de données et de solutions jusqu'au développement des flux de données et jusqu'à la restitution des informations extraites sous forme de rapports et de tableaux de bord. Vous avez ici sur cet écran la liste de la gamme complète de services et de solutions d'intelligence de données que l'on propose. Je vous invite à aller sur notre site internet si vous souhaitez avoir plus de détails ou nous contacter directement. Alors, dans le cadre de nos missions, nous avons pu accompagner un grand nombre d'organisations dans leur transformation analytique. Si vous ne parvenez pas à gagner du terrain aujourd'hui dans le cadre de votre transformation, ou vous rencontrez des difficultés pour moderniser votre plateforme de données BI, vous n'êtes pas seul, on tient à vous rassurer là-dessus. Même Gartner le souligne, précisant que plus de 70% des initiatives de transformation analytique n'aboutissent pas au succès attendu. Donc, face à ce constat, plutôt cette année, déjà dans le cadre du salon Connexion, je ne sais pas si certains de vous ont participé à ce salon, on avait réalisé une première conférence sur le sujet afin de présenter les piliers de la transformation analytique et le modèle de maturité associé. Si vous avez raté cette présentation, je vous invite à contacter directement Kerus et puis nos équipes se feront un plaisir de partager avec vous les éléments clés de cette présentation. Aujourd'hui, on souhaite rentrer plus en détail sur le sujet au travers du partage d'un cas concret. Donc, présenter les premières étapes de la transformation analytique d'un de nos clients majeurs dans l'industrie du commerce de détail. Dans le cadre de ce webinaire, vous allez voir, on va se concentrer plus particulièrement sur les étapes en lien avec la modernisation de notre plateforme de données BI. Donc, l'objectif, c'est qu'à la fin de cette présentation, vous soyez en mesure d'appréhender les éléments clés à considérer pour faire évoluer votre plateforme de données BI et vous ouvrir la voie vers l'analytique avancée. Donc,
pour entrer maintenant plus en détail sur l'étude des cas qu'on va présenter. Donc, dans cette étude de cas, on va vous présenter les premières étapes de la transformation, encore une fois, de la plateforme de données analytiques d'un de nos clients majeurs dans l'industrie du commerce de détail. En seulement un peu plus de 30 minutes, là, on ne va pas pouvoir aborder l'ensemble des dimensions qui permettent de faire évoluer le niveau de maturité analytique de votre organisation. Et quand je parle de ces dimensions ici, je parle pour rappel, bien entendu, de stratégie, processus, organisation, individus, données, information et architecture. Mais je tenais quand même à rappeler l'importance en introduction de travailler sur l'ensemble de ces dimensions pour assurer le succès de votre transformation. Aujourd'hui, on va se concentrer donc plus principalement sur la dimension en lien avec le volet architecture, donc composé de 5 différents critères. Le premier sur la gestion des infrastructures, le second sur l'architecture de données, le troisième en lien avec tout ce qui est transformation de données, le quatrième, tout ce qui concerne les outils de stockage, et enfin, toute la partie concernant les outils de consommation de cette information. Donc, comme précisé, ce cas client concerne une organisation dans le commerce de détail. Cette industrie, vous le savez, est en constante évolution, mutation, et nécessite donc des analyses riches, variées, destinées à l'ensemble des domaines d'affaires, que ce soit les ventes, le marketing, la logistique, les finances, entre autres. Et ces analyses, elles résultent souvent de la consolidation de sources de données nombreuses avec d'importants volumes de données à traiter. Elles doivent permettre une prise de décision rapide, critique pour le succès des initiatives déployées dans le cadre du commerce de détail. Dans le cadre de ce webinaire, Camille et Fabien vont donc vous présenter le travail engagé et en cours en lien avec la création et l'évolution de la plateforme de données BI de cette organisation. Forcément, les enjeux et limites aussi associés, mais bien entendu des pistes de solutions concrètes associées à chacune d'elles. Donc sans plus tarder, messieurs, la parole est à vous. Super, merci Vincent. Donc, je vais commencer ici par mettre un peu la table de l'architecture qui était en place chez notre client à notre arrivée. Dans cette slide, on va voir, on ne rentre pas trop dans le technique, mais un petit peu plus. On va voir l'architecture qui est en place, c'est quoi les enjeux d'une architecture comme ça, et c'est quoi les défis de l'entreprise aussi, qui étaient dans le day-to-day de chaque personne dans l'entreprise afin d'accéder à ces données. Donc, quand on est arrivé chez notre client, le client avait déjà le stack Microsoft mis en place. On avait déjà les licences SSIS d'achetées. On avait déjà les licences SQL Server, la base de données qui était sur une VM Azure. Donc, côté technologique, il n'y avait aucun problème. On pouvait facilement répondre aux besoins initiaux du client. Le plus gros du problème qui était facilement visible, c'était un haut taux de roulement dans l'entreprise et principalement dans l'équipe d'intelligence d'affaires. Donc, comme vous pouvez voir, l'architecture à gauche, qui était une architecture d'intelligence d'affaires qui était à ce moment-là incomplète, eh bien, on avait seulement 2 grosses sources de données qui étaient intégrées dans le data warehouse. On avait l'inventaire et les ventes en magasin. Donc, un entrepôt de données qui est incomplet et surtout qui n'est pas documenté. Et non seulement le processus d'ingestion de données n'est pas documenté, mais encore plus important, c'est quoi les next steps, c'est quoi les prochains besoins, c'est quoi les priorités qui s'en viennent côté analyse de données. Donc, premier constat, première étape à réaliser, comme Vincent l'a mentionné tantôt, c'est la prise des besoins. Donc, on doit, quand on arrive dans un contexte comme ça, refaire la priorisation des besoins, donc refaire les entrevues avec autant les analystes qu'avec les exécutifs. Donc, comme on n'était pas la première équipe BI, c'est des processus qu'on doit refaire, c'est du temps qu'on doit reprendre des analystes et des exécutifs, donc c'est beaucoup de coûts pour refaire un processus qui avait été fait dans le passé. Donc, ceci étant dit, l'intelligence d'affaires est d'un côté, on a seulement 2 sources qui est incomplet, mais on a aussi tout le volet qui est à droite, qui est qu'est-ce qui se passait en parallèle dans l'entreprise aussi. Parce que même si la donnée n'était pas dans l'entrepôt de données BI, elle était quand même utilisée et analysée du côté. Donc, on peut voir que dans l'entreprise, il y avait beaucoup d'autres sources de données. L'inventaire, les budgets, les ventes e-com, les clients. Vous connaissez dans les entreprises, il y a beaucoup de données qui viennent un peu partout, un peu de formats disparates. Donc, cette donnée-là, elle était existante et elle était analysée.
Par contre, le problème, puisqu'on n'est pas dans un seul entrepôt de données centralisé, on vient analyser cette donnée-là de notre côté. Donc, chaque département va demander l'accès à une certaine donnée, va venir extraire cette donnée-là pour l'analyser. Donc, chaque extraction qui est faite par chaque département différent est faite d'une façon différente. Donc, on a des KPI qui sont calculés différemment. On a des gestes manuels à la donnée pour la transformer qui sont faits différemment dans chaque département. Donc, on vient un peu créer ce qu'on appelle du shadow BI, fait qu'on vient créer notre propre BI, notre propre création de mesures et notre propre interprétation de cette mesure-là. Donc, l'exemple classique qu'on donne souvent dans le BI, c'est, disons que le marketing demande combien de clients j'ai eu le mois passé. Ben, c'est un nombre qui est différemment calculé chez le marketing que chez la finance. Donc, on vient avoir des rapports qui ne montrent pas la même donnée, le même résultat. Donc, des décisions qui sont prises sur de la donnée qui est non validée, qui est erronée et qui est possiblement incomplète. Donc, ça, c'est le premier gros problème qu'on avait. Le deuxième gros problème des analyses en parallèle, c'est qu'on avait sur place, comme vous pouvez voir par l'icône avec la petite personne au bureau, c'est on avait une seule ressource qui était désignée pour créer des rapports automatisés, donc avec l'outil OBI, qui est sur la suite Oracle, l'outil BI Oracle. Donc, on a une seule personne en charge de créer tous les rapports et de répondre à toute la demande de l'entreprise en utilisant un outil qui a été mis en place par une compagnie externe. Donc, vous pouvez imaginer le bottleneck quand on veut intégrer de la nouvelle donnée pour analyser une nouvelle initiative qui a été prise par l'entreprise. Ben, faut faire la demande, il faut passer par l'entreprise externe pour intégrer la nouvelle donnée, puis il faut attendre la création du rapport. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a des analystes qui font la demande et qui doivent attendre, et je dis analystes, mais autant côté exécutif, qui doivent attendre avant d'avoir la donnée et avant de pouvoir analyser un peu les initiatives qui ont été prises par le passé. Donc, ce qui fait en sorte, en résumé, quand on pense à l'architecture qui est mise en place, on a oh, pardon, je prends juste un petit décalage. Oui, pardon. Donc, on a en premier lieu une absence d'optimisation des coûts qui est due à plusieurs choses. Donc, le premier, c'est puisque l'intégration de cette donnée-là qui est dans des sources disparates n'est pas faite en amont, ben, elle va être répliquée département par département. Donc, si on fait une extraction pour une analyse précise, c'est fort possible qu'un département refasse ce même travail, donc on vient dupliquer l'énergie. On a aussi une prise de décision qui va être énormément à risque si elle est basée sur des rapports qui sont erronés, dû au fait qu'on n'a pas de source de vérité unique, puisqu'on a notre entrepôt BI et on a toutes les sources à côté. Donc, on n'est pas capable d'avoir une vision complète de nos données. Et on a en plus de ça une seule personne extrêmement savante qui va être la seule personne très connaissante autant des TI que des analyses business qui sont faites. Donc, on vient un peu mettre tous nos œufs dans le même panier, dans le sens que si cette personne-là décide de quitter ou part en vacances, c'est notre personne ressource qu'on vient de perdre ici. Donc, le contexte est mis en place. Je vais passer à la prochaine slide pour vous montrer maintenant qu'est-ce que nous, on a mis en place. C'était quoi les premières étapes pour arriver à un BI un peu plus traditionnel et répondre à ces enjeux? Eh bien, une fois que la prise des besoins a été faite, on sait un peu c'est quoi les priorités, on sait c'est quoi les sources à intégrer, on connaît nos prochaines initiatives où ce qu'on veut s'en aller, eh bien, on peut maintenant commencer à intégrer cette nouvelle donnée-là. Donc, on vient créer plusieurs ETL pour venir intégrer plusieurs sources de données. Je pense qu'en ce moment, on est rendu à peut-être une dizaine, à très haut niveau, une dizaine de sources de données différentes, une dizaine sources de données différentes. Donc, on a maintenant les plans financiers, tout ce qui est budget, on a les ventes e-com, autant que les ventes en magasin. On a plusieurs API qu'on a utilisés pour aller chercher de la donnée sur le shipping, sur les reviews des customers, sur le nombre de trafic en magasin, le nombre de trafic sur les sites web.
Donc maintenant, on a tout intégré ça dans un entrepôt de données, ce qu'on appelle maintenant Enterprise Data Warehouse, vu qu'on vient à avoir là, une vision assez 360 un peu de notre entreprise. Fait que maintenant qu'on a ça en place, la business peut commencer à l'utiliser. Par contre, un truc qui nous manquait, qui était super important, c'était la documentation. Donc, on veut que la business vienne utiliser cette donnée-là. Donc, on veut qu'ils puissent, par eux-mêmes, comprendre quelles données ils veulent extraire et quelles données qu'ils veulent utiliser pour le rapport. Donc, on a mis en place une documentation qui vient montrer d'où vient la donnée, comment elle a été calculée, à quel moment elle est rafraîchie. Et on a aussi mis en place des comptoirs de données qui vont venir faciliter un peu l'extraction par département. Fait qu'on a des comptoirs pour les ventes, pour l'inventaire, le planning, loss and prevention. C'est un peu, comme vous savez sûrement, c'est une subdivision du Data Warehouse qui vient répondre à un département précis et vient faciliter un peu la requête des analystes. Donc, une fois qu'on a l'accès aux données qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus disponible, ben, on a un niveau de confiance qui s'est gagné entre l'entreprise et entre l'équipe BI maintenant à ce niveau-là. Donc, l'utilisation de la donnée augmente et la demande pour avoir plus de données augmente aussi. Donc, on est un peu à un jeu de win-win pour tout le monde. Donc, le BI peut commencer à intégrer beaucoup plus de données, puis on a la confiance des analystes. On a les besoins qui sont précis, on a le QA qui embarque parce que la donnée devient de plus en plus importante. Donc, on a ce niveau d'intelligence de données, là, que je dirais, qui monte dans l'entreprise. Donc, une fois qu'on a cette donnée-là, cette confiance est gagnée, on a maintenant créé des cubes pour que la donnée soit accessible à tout niveau dans l'entreprise, autant analyste qu'exécutif. On n'a plus besoin d'attendre certains rapports. On n'a pas besoin de faire une demande d'accès à des rapports. On peut les créer facilement dans les cubes. Puis, avec ces cubes-là, on a pu venir augmenter notre département BI dans le sens que l'équipe BI n'est plus 100% nécessité pour la création de rapports. Maintenant, les analystes peuvent, avec Power BI Services, se connecter sur les cubes et venir créer leur propre rapport sans attendre, comme dans le passé, une seule personne ressource qui devait créer le rapport. Donc, on vient gagner la confiance, on vient centraliser notre donnée, on a notre vérité unique maintenant. La donnée, elle est validée autant par l'équipe que par les analystes. Donc, on sait que les rapports qui sont faits sur cette donnée, c'est des rapports qui, les décisions qui sont faites sur ces rapports-là, pardon, ça va être des décisions qui sont faites sur la donnée qui est fondée et qui est validée par tout le monde. Donc, on vient gagner, nos décisions vont être plus rapides parce que l'accès à la donnée est plus rapide. Nos décisions vont être meilleures parce que la donnée est validée et on n'a plus ce bottleneck-là qu'on avait dans le passé. Un deuxième point qu'on a créé, c'est qu'on a maintenant toute la donnée dans le même entrepôt de données. Puis, comme on est dans le retail chez notre client, le client, leur client à eux, est très important, la connaissance du client. Donc, l'entreprise a fait affaire avec une compagnie externe pour créer un CDP, un Customer Data Platform, et c'était le BI qui était la source de ce CDP-là. Donc, on a créé des ETL pour envoyer la donnée de façon incrémentale au CDP pour qu'ils puissent construire leur plateforme. Donc, maintenant, on n'est plus le centre seulement de l'entreprise. On vient être capable de générer plus de valeur pour l'entreprise en travaillant avec des parties externes. Donc, beaucoup de succès à ce niveau-là pour le premier pas de la BI. Et maintenant, je laisse la parole à Vincent. Merci Camille donc, pour la présentation de cette première étape là, de l'évolution de leur architecture. Donc on retrouve d'ailleurs ici là, un modèle assez typique là, de l'évolution de la maturité analytique, donc qui nous permet de positionner justement notre client après cette première étape. Donc ce qu'on voit, ce qui a été présenté par Camille, c'est vraiment cette information exploitable en libre service, une vue à faire à 360 degrés, de la vitesse, de la précision et de la justesse là dans nos analyses, vraiment critique encore une fois pour le domaine du retail. Donc on sait vraiment autant de gains qui sont associés à cette première initiative. Alors bien sûr, c'est qu'une première étape.
en fonction de vos niveaux de maturité, cette première étape peut être dépassée, hein, c'est quelque chose que je tiens à préciser. Et puis justement, là, je voulais profiter de cette slide-là pour proposer un petit sondage, un premier petit sondage. Donc, je vais vous laisser un petit moment pour répondre à ce très court sondage. Alors, encore une fois, c'est anonyme. Ça nous permet simplement d'avoir une vision un peu à haut niveau de votre positionnement, vous, aujourd'hui, dans cette échelle de maturité. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour répondre à ce sondage. Il devrait apparaître sur vos écrans maintenant. Donc, la question est la suivante. À quel niveau de maturité analytique se situe votre organisation? Première réponse, donc données exploitées en silo, absence de vérité unique. Deuxième réponse, données unifiées et vérité unique. Troisième réponse, intelligence d'affaires en libre service. Et quatrième réponse, analytique avancée. Je pense qu'on va pouvoir peut-être maintenant clôturer le sondage. Merci pour votre participation. Donc sans plus attendre, je vous propose maintenant d'écouter Fabien qui va nous proposer les prochaines étapes en lien avec la transformation analytique de notre client, encore une fois sur l'évolution de leur plateforme de données d'intelligence d'affaires. Fabien, c'est à toi. Merci Vincent. Donc, le client a gagné avec le temps, a gagné en maturité, son besoin initial a un peu évolué et avec un besoin grandissant, l'architecture qu'on a pu mettre en place rencontre certaines limites ou challenges que je vais vous présenter. C'est ça. Donc, avec le temps, on a intégré de plus en plus de données dans notre entrepôt de données pour répondre aux besoins de différents services de la compagnie. Donc, l'entrepôt de données il a été en constante évolution de taille. Entre l'ODS où on garde toutes les données brutes et notre entrepôt de données, on a plus de 3 Tera de octets de données, ce qui commence à faire qui est significatif. Et ce qui se passait aussi, c'est que comme on a plus de données, toute la business veut l'utiliser. Donc le matin, ce qui se passait, une fois qu'on avait mis à jour notre entrepôt de données, l'entreprise, les gens se connectaient pour rafraîchir leur rapport, pour avoir les données avec les rapports avec les dernières données. Donc tous les matins, on avait un gros pic d'activité où les gens se connectaient pour rafraîchir leur rapport. Donc, ce qui se passait, c'est qu'on avait un gros pic d'activité, donc le serveur devait être capable de ça et il devait être capable aussi de les traiter tous en parallèle. Donc, c'est ça, notre serveur devait pouvoir avoir la capacité de stockage, la capacité pour processer toutes ces requêtes, répondre à ce pic d'activité pour que les rapports soient générés assez rapidement. Et ce qui se passait, c'est que donc on avait un gros pic le matin et le reste de la journée, c'était plus tranquille parce qu'une fois que les rapports étaient rafraîchis, comme on était actualisé qu'une fois par jour dans notre entrepôt, ben, on n'avait pas un pic. Et le fait de. Donc c'était plus calme. Donc on avait quelque chose. Donc on avait une machine virtuelle, ça pose des impacts. C'est que si on veut faire évoluer la puissance ou la capacité de stockage de notre entrepôt de données, il fallait configurer d'abord la machine virtuelle. Donc lui donner plus de puissance et après qu'on reconfigurait notre base de données, lui donner la plus de puissance pour pouvoir répondre à tout. Donc on n'avait pas un moyen rapide pour monter en échelle vers le haut ou vers le bas la puissance de notre serveur, ou si jamais il y avait moins d'activité, le mettre sur pause pour le faire redémarrer automatiquement quand on en avait besoin. Donc en termes de coût, c'est on va dire un peu de l'argent perdu. Et donc, l'autre inconvénient, c'est que comme on se retrouve sur le VM, ben, c'est de l'infrastructure à maintenir. Il faut pouvoir mettre à jour les OS, faire les backups des bases de données, s'assurer que tout fonctionne bien. Donc, ça a un coût de l'infrastructure qui est aussi pas négligeable. Un autre point, c'est qu'on commençait à partager aussi la donnée, comme il a dit, au CDP. Et on le partageait aussi à l'interne ou à l'externe. Donc, on avait à chaque fois, il fallait recréer des ETL cas par cas pour qu'on puisse partager la donnée à tout le monde. Donc, on n'avait pas une solution unique, c'était du cas par cas à chaque fois, donc on se rajoutait du travail. Et si jamais on voulait aller, et aussi on avait des environnements de test, de UAT, on avait 3 environnements pour pouvoir tester ce qu'on allait mettre en production, un environnement pour faire notre validation et l'environnement de production. Donc à chaque fois, on était obligé de recréer des ETL pour transférer la donnée dans différents environnements pour pouvoir avoir assez de données pour pouvoir faire nos tests et nos développements. Donc là, on avait beaucoup de traitements d'ETL dans différentes couches de notre système. Et si jamais on voulait aller plus loin pour faire de l'analyse prédictive ou du temps réel, on n'était pas dans un environnement qui nous permettait. Et pour faire de l'analyse prédictive, ça veut dire que des data scientists allaient se connecter sur notre entrepôt de données pour utiliser la donnée. Et on sait que la data science, c'est quelque chose qui est très gourmand en ressources.
Donc déjà il fallait répondre à des pics d'activité, s'il fallait répondre à celui-là, donc ça aurait un coût significatif. Ou si vous voulez minimiser les coûts, ça veut dire qu'il fallait qu'ils extraient la donnée de la data warehouse dans le entrepôt de données, donc ça faisait des ETL en plus. Donc on se rend compte qu'avec l'architecture qu'on a pu mettre en place, on a répondu aux besoins initiaux de la compagnie. Elle nous a permis d'avoir des succès, mais avec le temps et l'évolution, on se rend compte qu'on a rencontré certaines limites. Donc, comme la gestion des pics d'activité, donc nos problèmes de performance, qu'il fallait répondre assez rapidement, pouvoir traiter les requêtes en parallèle de tous nos services sans impacter le temps d'exécution et de réponse. Le fait d'être sur une machine virtuelle, ça a aussi un coût sur l'infrastructure et sur les finances, et la multiplication et la réplication des travails de TL. Donc là, il y a un deuxième sondage qui va apparaître. Il y a un deuxième sondage qui va apparaître, qui vont vous demander quels sont les principaux enjeux associés à l'utilisation des plateformes de données au sein de votre organisation. Donc, vous avez plusieurs réponses: optimisation des coûts, maintenance de l'infrastructure, problème de performance et de gestion de la volumétrie, ou la capacité à livrer la valeur attendue. Donc, je vais vous laisser quelques temps pour y répondre. C'est toujours anonyme. Je pense que c'est bon, on va pouvoir continuer la suite. On peut fermer le sondage. Donc, pour continuer notre parcours de l'entreprise vers l'analytique avancée, on croit beaucoup à l'immigration vers le cloud et vers les outils modernes d'entrepôt de données comme Snowflake, Azure Synapse, Redshift ou BigQuery, qui s'appuient beaucoup sur une architecture lac de données, entrepôt de données, Lakehouse, qui vont vous aider à surpasser ces limites. Donc tout d'abord, ce sont tous des services cloud, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de maintenance d'architecture derrière, pas de maintenance de machine virtuelle, donc ça simplifie beaucoup de choses. C'est des outils qui vont nous permettre facilement de pouvoir mettre à l'échelle vers le haut ou down, de lui donner plus de puissance. Si jamais répondre aux pics de besoin, si jamais je n'ai plus besoin, on peut le mettre sur pause avec des redémarrages automatiques une fois qu'on a besoin de données. Donc ça va optimiser un peu nos coûts. C'est aussi des services qui sont optimisés pour faire du parallélisme massif de requêtes. Donc, on n'aura plus de problème quand il y a plusieurs personnes qui vont se connecter à la donnée avec des requêtes gourmandes. On va pouvoir les traiter parce que c'est des outils qui sont capables de le faire, qui sont faits pour ça. Et en étant sur le cloud, on va payer que ce qu'on utilise, comme les systèmes de pause à arrêt ou scale-up, scale-down. Donc, après, l'autre avantage de cette architecture, c'est que actuellement, la solution qu'on a mis en place chez le client, c'est qu'on sauvegardait dans notre système, dans notre base de données, dans l'ODS, une copie de toutes les différentes sources de données. Et là, ça change dans cette architecture, c'est qu'au lieu de les sauvegarder dans la base de données, parce que c'est un certain coût de sauvegarder la base de données, on les sauvegarde dans des fichiers qui coûtent beaucoup moins cher, donc dans des solutions comme Azure Storage Account ou Bucket AWS. On va sauvegarder les fichiers et ça va nous permettre aussi de sauvegarder tout type de fichiers, des fichiers structurés, comme du CSV, des fichiers non structurés, du JSON ou du XML, ou des fichiers non structurés, vidéo, son. Donc, on aura tout ça à une seule place, avec un coût minime, et on pourra mettre aussi en place des règles pour, si on veut archiver, pour encore gagner des gains financiers. Et autre point, c'est que tous ces outils-là d'entrepôt de données modernes sont capables de parcourir rapidement ces données, d'aller chercher les fichiers qui sont stockés dans ces bases de données, se connecter dessus et les intégrer dans notre entrepôt de données. Donc, c'est natif, c'est simple, ça va être plus rapide pour les données. Et si jamais on veut que les gens explorent la donnée pour comprendre des futurs besoins, comprendre comment elle est la donnée et savoir comment on va pouvoir la modéliser dans des rapports ou des tableaux de bord, ben, ces outils vont permettre, sans impacter l'exécution de mon entrepôt de données, donc ça va être indépendant et on pourra accéder rapidement à la donnée. On va simplifier aussi notre travail pour créer les différents environnements de développement ou du UIT avec ces outils comme par exemple le zéro copie de Snowflake pour un coût de 0. On va pouvoir répliquer la donnée pour la travailler dans les différents environnements. Donc c'est simple, on n'a plus de TL à recréer, donc ça a un accès à la donnée qui est beaucoup plus simple. Et aussi, on va profiter d'être dans le cloud et de pouvoir utiliser tous les services. Donc pour le partage de données, on va pouvoir être natif, on va pouvoir utiliser Azure Data Sharing par exemple, qui va nous permettre de partager notre données, des datasets de données à l'externe ou à l'interne d'une façon unique,
tout en étant sécurisé. Et donc, on a moins de processus ETL à faire du cas par cas, donc ça va encore simplifier notre travail. Si on veut faire aussi de la data science ou de l'analyse prédictive, les scientifiques de données vont pouvoir se connecter au lac de données, à l'entrepôt de données. Ils n'auront plus besoin de répliquer la donnée parce que toute la vérité sera contenue à ces endroits-là. Ils vont pouvoir la traiter, utiliser leur puissance de calcul indépendante de l'entrepôt de données, donc il n'y aura pas d'impact. Et ils pourront même l'enrichir et ça pourra redevenir la source de notre entrepôt de données ou enrichir directement l'entrepôt de données pour l'utiliser dans des rapports ou des tableaux de bord. Donc c'est quand même un gain significatif, c'est simplifier notre façon de travailler. Et si par exemple on veut aussi aller faire du temps réel, qui passe beaucoup par des services cloud comme Azure Event Hub pour récupérer ces données-là, on va pouvoir les intégrer aussi dans notre lac de données. Donc notre lac de données va contenir des sources qui sont rafraîchies une fois par jour ou des sources qui sont rafraîchies en temps réel. Et là-dessus, on va pouvoir créer des flux pour aller générer des rapports et des tableaux de bord en temps réel. Donc, pour résumer, ça va nous donner beaucoup d'avantages sur l'utilisation des services infologiques en termes de coûts. On va pouvoir gérer les coûts et les utilisations avec des pauses à arrêt. On va payer ce qu'on utilise. On va sauvegarder un fichier, certaines données pour que ce soit gagné aussi en coût. Et puis, ça va être une donnée source, référence pour la plupart des services de l'entreprise pour pouvoir travailler avec. On a des partages natifs de données natifs parce qu'on est dans les services cloud, donc il y a des applications, des services qui sont là pour ça. Et on a des outils qui sont optimisés pour faire un traitement parallélisé de toutes les requêtes. Parfait, merci beaucoup Fabien donc, pour le partage de ces pistes de solutions là, associées à la mise en place de cette plateforme infonuagique moderne. Donc grâce à Fabien et Camille, on a pu aborder là les premières étapes de la transformation analytique, donc d'une organisation axée sur les données, vraiment sous l'angle de l'évolution de la plateforme de données associées. Notre objectif à terme, c'est de doter notre client bien sûr d'un avantage concurrentiel durable grâce à l'analyse et l'amener à la transformation par les données afin d'identifier potentiellement de nouveaux produits, de nouveaux business ou même développer son efficacité opérationnelle. En effet, on reste convaincu bien entendu que la prospérité des données doit avoir un impact sur les affaires et c'est bien l'objectif de cette transformation analytique. Alors, vous me direz, vous, comment arriver à définir votre stratégie de transformation? Donc, ça passe par la définition d'une feuille de route, bien entendu, associée à votre transformation. Ce que vous voyez ici à l'écran, là, c'est vraiment une approche en 8 étapes qui va partir, bien entendu, de vos objectifs commerciaux, vos objectifs stratégiques. Ici, nous, notre objectif, c'est bien entendu de vous apporter notre expertise, un accompagnement sur mesure, une feuille de route complète et exploitable qui va vous permettre d'atteindre au travers de votre transformation analytique la valeur d'affaires associée. Alors, je ne vais pas passer en revue aujourd'hui dans le détail sur l'ensemble de ces étapes parce que je voudrais garder du temps peut-être pour des questions s'il y en a en fin de webinaire. Mais n'hésitez pas directement à nous contacter là si vous souhaitez avoir plus d'informations sur notre approche d'accompagnement ou vous référer déjà dans un premier temps à cette slide pour avoir une compréhension un petit peu de notre approche sur la définition de cette feuille de route. Donc notre webinaire se termine à présent. Je vous remercie pour votre attention. On va pouvoir maintenant peut-être passer aux questions. Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau questions? Donc j'ai une première question. Est-ce qu'on doit refaire tous nos ETL processus déjà existants? Ok, donc là c'est vraiment dans le cadre de la migration. Comment procéder à cette migration? Donc par rapport au legacy qui pourrait être déjà en place. Donc si on est dans une situation où on a notre BI traditionnel, est-ce qu'on doit, pour passer sur cette plateforme infonuagique moderne, devoir tout reprocesser, tout reconstruire? Ce serait peut-être une question pour vous là, Camille et Fabien. Celle-là, je vais vous la laisser. Fabien, tu veux que j'y aille? Ouais, c'est bon? OK. OK. C'est une bonne question, ouais. Puis je pense que c'est la question la plus compliquée, malheureusement, à répondre parce que on n'a pas commencé à créer des processus ETL la semaine passée. Là. Il y en a qui datent de quoi, 10 ans ou des choses comme ça. Donc, c'est une grosse question. La réponse, c'est ça dépend. Oui, je pense principalement faut les refaire. Il y a des outils pour les refaire, c'est sûr. Il y a des outils comme Blade Bridge qui vont venir faire une conversion de votre outil ETL que vous aviez avant. Ils vont lire
le fichier de votre outil, là, Informatica ou SSIS, là, c'est du XML derrière. Donc, ils vont venir faire la conversion en un autre outil. Ça, c'est si on veut faire du lift and shift. Tu veux prendre ton ETL que tu as et tu veux le mettre dans le cloud, tu fais la conversion et tu l'envoies. Après, si on a des processus qui datent de 10 ans, ben, c'est peut-être un bon moment aussi pour les revisiter, pour les retransformer, pour les améliorer et pour les recréer from scratch. Fait il y a vraiment deux volets et la réponse, c'est ça dépend. Il faut vraiment analyser c'est quoi le processus qu'on reprend, pourquoi on le reprend et est-ce qu'on veut encore qu'il fonctionne comme ça? Est-ce que la donnée a changé? Est-ce que les processus ont changé? Fait qu'il y a toute cette roadmap-là, là, comme Vincent parlait, qui est vraiment à explorer un peu c'est quoi les processus qui sont importants et ceux qu'on veut laisser de côté. OK. Et si je peux rajouter quelque chose aussi là sur ce point, pour le transférer de notre base de données, entrepôt de données vers des nouveaux outils, la plupart proposent des outils qui vont permettre de transférer la donnée assez rapidement, assez simplement, en mettant à jour avec les nouvelles configurations pour les nouveaux systèmes, mais c'est des solutions qui existent. Parfait, merci beaucoup Camille, merci Fabien. J'ai une deuxième et dernière question pour l'instant, c'est comment choisir la plateforme technologique? Donc je pense que c'est face à peut-être à l'ensemble des outils qu'il y a sur le marché actuellement. Là, comment est-ce qu'on peut, j'imagine, choisir le bon outil pour notre organisation? Là, encore une fois, ça va dépendre aussi du legacy qui est en place, je pense, chez vous. On a nous une étape, on a une approche pour adresser ce type d'enjeu. Donc, comme je le disais au début, pour surtout ce qui est aide à choix d'outils, on va pouvoir analyser l'existant au sein de votre organisation, définir aussi vos objectifs, hein, pour définir une liste de critères que la solution technologique va devoir pouvoir soutenir et donc pouvoir répondre, hein, aux critères que vous avez définis. On va pouvoir, à partir de ces critères qu'on a listés ensemble et à partir de l'analyse de votre existant, comparer cela avec les solutions existantes sur le marché. On va être capable de définir une matrice là et puis d'aller sélectionner un certain nombre d'outils qui nous semblent pertinents par rapport à vos besoins, faire une analyse de ces critères par rapport aux outils sélectionnés, vous proposer une évaluation de ces différents outils par rapport à ces critères et finalement, dans une troisième étape, venir vous accompagner, une fois que la solution est potentiellement choisie, vous accompagner dans la définition du plan de migration de votre existant vers les solutions choisies. Donc voilà, j'espère que ça répond un peu à la question. J'ai pas d'autres questions de mon côté. Je vois qu'il est 12h11. J'en ai une Je autre, pense. Vincent, de Ah, mon côté, moi. ah, Ouais, excuse, ouais, je la lis. Peut-on avoir une partie de données on-premise et une autre partie en cloud? Est-ce que c'est une bonne pratique? Euh, je peux m'essayer. Euh, Est-ce que c'est une bonne pratique? Je dirais, je vous posais la question, pourquoi cette donnée doit rester on-premise? Si elle doit rester on-premise ou si on ne veut pas la monter dans le cloud? Fait que ça, ce sera ma première question. Pourquoi on veut la laisser on-premise quand on sait que dans le cloud, on a cette capacité de stocker de la donnée à très peu de coûts, des coûts très bas. Après ça, c'est sûr qu'il y a des outils qui vont te permettre de faire, des outils cloud qui vont te permettre de faire le pont entre ton entrepôt de données qui est dans le cloud et ton entrepôt de données qui est on-premise. Et là, tu vas pouvoir analyser à la même place, hein. Il y a des trucs comme Denodo qui existent pour la virtualisation des données, ces choses-là. Après, il y a des outils que nous, on est partenaires, qui s'appelle Ribery, qui a un outil de migration de données. Donc, c'est super rapide. Prendre ta donnée, la mettre dans le cloud, comme ça, tu as les deux à la même place. Tu n'as pas tes coûts de transfert de données à faire à chaque fois et tu le stockes une fois, ça ne coûte pas cher. Tu analyses, tu as le compute du cloud. Fait que ça serait ma réponse. Est-ce que c'est une bonne pratique? Je pense pas que c'est une bonne pratique. Si c'est obligatoire, ben, il y a des outils qui peuvent venir mitiger là, cette architecture-là. Très bonne parfait, question. merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de votre côté? Non, c'est bon? Hmm. Écoutez, je vous remercie Camille, Fabien, merci beaucoup pour votre expertise la partagée aujourd'hui. Et puis je vous invite à nous suivre. On va avoir une série de webinaires là qui vont
qui vont être positionnés là dans les mois à venir, toujours sur la transformation analytique, puis essayer d'aborder un peu l'ensemble de ces dimensions, toujours en rentrant peut-être un peu plus en détail sur des études de cas, essayer de vous donner des éléments plus concrets là pour accompagner votre transformation analytique. Encore un grand merci à tous et je vous souhaite une bonne journée.